Now recording. Now recording. Salut Craig. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ah bah ça, oui, c'est sûr, je vais bien. Hein. Et je suis encore là pour vous écouter. C'est vraiment très intéressant ce que vous faites. Ah bah ça, merci beaucoup Craig. C'est vraiment très gentil de ta part. Ouais, mais de rien, Marc. Mais du coup, qui c'est qui vient aujourd'hui? Bah écoute, figure-toi que aujourd'hui, on a Marius et Seb normalement. Ah ouais, Marius et Seb, oh, c'est incroyable, dis donc. Bah tu leur as passé le lien Discord? Bah oui, je leur ai passé le lien Discord, ouais. Normalement, il devrait arriver dans pas trop longtemps. On va vérifier ensemble. Ouais, bah vérifie parce que s'ils viennent pas, t'es coincé avec moi et ça va pas arranger ta santé mentale, ça. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Hello. Allô. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. Hop, bienvenue sur le Discord. Je te parle tout seul. Je commençais à parler à Craig et je faisais les réponses. Non, je ne suis pas fou, je vois pas de quoi tu parles. Bon, alors bah c'est cool que tu sois là. Tac, Bah, tac. excuse-moi, ouais, non, bah, ça fait plaisir, c'est vrai que ça fait un petit moment. Bah ouais, c'est vrai que ça faisait effectivement un petit moment qu'on n'avait pas fait d'enregistrement tous les deux. Donc aujourd'hui, tu es avec Marius. Marius qui Ouais. fait de la médiation aussi. Bon, en préhistoire, Ok. certes, mais à la base, il fait partie d'un. Il le dira lui-même, hein, mais il fait aussi partie d'une asso, ils font du gaulois. Donc je trouvais ça vachement intéressant de vous réunir tous les deux. Pour le côté un peu Ah antique bah, il est dans quel assaut? slash médiation. Il est à. Putain, Randar Desca. Ah, mais je les connais. Tu connais les gens de Randar Desca? Oh, incroyable. Tu me diras, c'est un petit monde. Hein. Bah, je les connais pas personnellement, mais De je les répute. connais parce que Randar Deska, on a. Merde, comment il s'appelle? Ah putain, les prénoms. Guillaume, qui est venu plusieurs fois au musée au parc, qui fait des perles en verre. Ah ouais, ok, ouais, je l'ai rencontré un jour, effectivement. C'est un grand avec une coupe qui fait plus viking que gaulois d'ailleurs. Ouais. Mais je crois qu'en plus, non, mais je crois qu'en plus lui il a démarré en faisant du viking, enfin en faisant Ouais. du scandinave slash viking slash norvégien. Ouais, je vois. De toute façon, là, on en parlera, mais la Rock-en-Site, j'ai l'impression que c'est toujours un peu les mêmes looks de personnes. Et du coup Randar Deska, ouais, enfin je les connais, je connais Guillaume. Si c'est bien Guillaume qui s'appelle, parce que je te dis les prénoms, moi j'ai un peu des problèmes. Ça se trouve, c'est Serge. Non, bah c'est pas Serge, mais Ah bah ça y est, le voilà. et Salut salut. Marius. Hello. Que- Et justement, quand on était venu en Ardèche cet été avec Charlotte, Ouais. bah, en fait, on était un peu deg parce que c'était tout début septembre et que bah, le site était de nouveau fermé. Donc Eh on n'a pas pu y oui, aller. bah oui, ça ouvre que à partir des vacances d'avril, je crois. Bah oui, mais on s'est pas méfié, tu sais. Non, mais je comprends tout à fait. Bah, bienvenue tous les deux. J'ai déjà lancé l'enregistrement en prévision. J'espère que vous allez bien. Ça va, Marius? Oui, tout à fait. Très content d'être là. Bah ouais, moi Enchanté. aussi, je suis content que tu sois là. Comme j'expliquais à Seb avant que tu arrives, t'es médiateur culturel et Oh là là. oh là là, Seb aussi est médiateur culturel, c'est fou. Moi aussi, je suis médiateur culturel, mais est-ce que Ah, ce mais serait on pas est tous des dingue médiateurs. cette coïncidence, t'as dit donc? Ah ouais, surtout, bon certes en ce moment tu bosses à Chauvet, mais tu fais surtout partie de Randar Desca. Et Seb me disait Ouais. que il connaissait la personne qui faisait les perles à Randar Desca, pas de intimement, mais en tout cas de visu, parce qu'il l'a déjà vu faire des perles. C'est ça, Seb, hein, si je me résume bien le propos. Oui, bah puis j'ai déjà discuté avec lui, tu vois, quand il venait 2-3 jours en presta au musée au parc. Parce que toi, tu travailles où exactement, Seb? Moi, je travaille au musée au parc Alésia, en Mais Bourgogne. oui. Mais donc, ils y sont effectivement. Artisans d'Histoire est passé Oui. il y a. C'était l'été dernier? Ouais. Non, c'était peut-être déjà octobre. Ah, ils ont fait, bah, parfois ils font plusieurs passages, mais ils étaient venus à un moment, on avait fait un gros week-end d'artisanat antique. Oh, génial, ok. Et du coup, c'est comme ça que je connais. C'est bien Guillaume qui s'appelle, rassure-moi. C'est ça, tout à Ah fait. yes, je suis Ah, voilà. content. Je suis content pour toi, Yes. Seb. Non, ouais, parce que comme j'expliquais à Marc, moi j'ai un souci dans la vie, c'est que je me souviens très mal des prénoms si je les utilise pas tous les jours. Et ouais, bah oui.
Effectivement, oui, Guillaume Masclet, a.k.a. artisan d'histoire, qui fait du verre Ouais. depuis un bon petit moment. Artisan d'histoire, c'est le nom de Et son asso, du coup absolument, son arceau d'artisan. Il Ok. a 2 apprentis, Clémentine et moi-même. Et en plus de ça, Ah, il y t'es son a des gens apprenti. qui viennent régulièrement. Oui, alors apprenti, bon voilà, je laisse sur quelques précisions. La classe. C'est Apprenti. voilà. Mais voilà, mais du coup, c'est cool. J'ai effectivement la chance de pouvoir l'accompagner sur quelques prestations. Comme je rôde autour de Randa depuis quelques années, ben, du coup, on a pu faire des perles ensemble. On est allé à Lugdunum l'été, l'année dernière. On est allé. À Lugdunum Euh, à Lyon ou ouais. c'est un Non, festival oui, c'est ça, tout à fait. Oui, Ok, oui. d'accord. À Lyon, Vous on y êtes, avait fait. vous êtes Il y a tellement les à fêtes. fond dans les reconciles que vous appelez les villes par leur nom latin, du coup, c'est ça? Mais parce qu'en fait, là, je parlais pour le coup, du théâtre et Ah, ok, d'accord, ouais, du site qu'il a du musée, site quoi. gallo-romain, ouais, Tu ok. vois. Ça marche, pardon. Oui, My bad. oui, Absolument. non, alors les reconstituteurs sont pas tarés à ce point. Ah, bah, je Mais ils trouverais ça donnent Ouais, non, fantastique. effectivement c'est ils donnent absolument clair. effectivement les noms soit des sites musées, soit des comment dire, des événements. Genre, tu vois, quand ils vont à Nîmes, ils disent pas, tiens, l'autre jour on a été à Nîmes, ils disent, ah tiens, on a fait, je sais plus c'est quoi le nom de l'événement à Nîmes, et tiens, on a fait tel événement. Ok. Les arènes. Je vois, je sais même J'ai plus jamais comment fait ça les s'appelle, arènes de Nîmes. effectivement. Moi, je les ai fait, les arènes de Nîmes. C'est Je vrai, connais vous avez des. fait le grand spectacle Ouais, où j'ai fait tout le le grand monde se met spectacle sur la deux gueule, là. fois, mais Ouais. de ce que j'ai cru comprendre, de ce qu'on m'a expliqué quand j'étais là-bas, je donnerai pas de nom parce que je veux Oula, pas qu'ils attention, aient des ça problèmes, dénonce, mais depuis que c'est ça Enedis dénonce. qui a récupéré les arènes de Nîmes, c'est la qualité du spectacle a un peu chuté, de ce que j'ai cru comprendre. Très bien. Voilà, Bah, je c'est-à-dire crois que que c'est un peu barbare pour pas faire de mauvais jeu de mots. bah, de ce que j'ai cru comprendre, avant, ils se tapaient vraiment dessus, en fait, dans Ouais. l'arène. Bon, sans se tuer, hein, bien évidemment. Mais en gros, maintenant, Ouais. c'est plus que scénarisé. Et c'est vrai que la dernière fois que j'y suis allé, oh mon dieu, que c'était mou. Alors, après, j'ai des C'était. copains qui ont été avec des assos Ouais. lors des gros week-ends, des grosses journées romaines qu'ils organisent là-bas. Des copains qui tapent, hein, pareil. Et effectivement, mais alors après, il y a eu aussi des assos qui avaient trop de blessés, Ah littéralement, ouais. et qu'on demandait aussi un peu, ouais, ouais, et qu'on demandait Ok. aussi un peu à un peu calmer le jeu parce que bon, Ouais, parce qu'à force. Ben, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de troupes qui se rassemblent trop peu et qui font pas d'entraînement entre elles et qui en fait ouais, se retrouvent que pour des prestations et du coup ça ouais, donne des combats qui sont où les gens retiennent pas leurs coups, où les gens font des ouais, coups ouais. d'estoc mal placés et il y a des C'est blessés. inégaux, quoi. Bah, Ouais. ouais, bah tu connais ça mieux que moi, mais nous on a, enfin, moi je parle pas en tant que personnel de musée, on a eu des accidents Et ouais, ben parfois ouais, ça assez peut aller graves, vite. hein, ne serait-ce qu'à Alésia, ouais, ouais. Ok. Mm. Ouais. Et pour revenir sur Nîmes, parce que Oui, pardon, vas-y, vas-y. intéressant, c'est je sais pas si on peut dénoncer. Ah oui, mais non, mais tu avais fait exprès de pas dénoncer. Alors moi j'ai pas donné de nom des gens qui m'ont dit que ça allait moins bien. Ah, Par contre si tu veux dénoncer des pontes, non, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. dénoncer, je sais pas si c'est ça, mais en gros, c'est Éric Tessier qui s'occupe comment ça s'appelle, de l'organisation à chaque fois de cet événement-là à Nîmes. C'est un archéologue, nanani, nanana. Nanana, on les connaît les archéologues. Ouais, on les connaît, on les Voilà, connaît. on les connaît, c'est l'archéo. Et puis lui, il est à fond gladiature et tout. Alors du coup, ça doit se voir un peu dans le spectacle. Et puis c'est celui qui dirigera le prochain archéosite à Béziers là, Ah, qui de sera ouvert Kléber. par absolument. Ok, waouh, celui que Kléber fait en relation avec Robert Ménard, le maire Pardon. de Béziers. Absolument, Waouh, le c'est que maire du beau d'extrême monde, droite. dis donc, c'est génial. Pardon, pardon, Bon, alors pardon, pour les excuse-moi. auditeuristes, Kléber Rossillon, du coup, c'est un grand nom de la médiation culturelle puisque c'est une entreprise qui possède des DSP, donc des délégations de services publics. Notamment la Grotte Chevet 2, Cosquer, on va pas tous les citer, il y a Waterloo, etc. Et effectivement, ils ont un projet de créer une sorte de guédelon. Donc guédelon, c'est un archéosite médiéval très connu en Bourgogne, pas très loin de Paris. Un guédelon antique avec du coup la participation à côté de Béziers et du coup sous la tutelle de Robert Ménard, donc un maire d'extrême droite. Donc en gros, une entreprise privée s'allie avec l'extrême droite pour créer de l'histoire. Voilà, je vais pas en dire plus, mais ça Ah, oui, pue alors du cul. sachez malgré tout, chers auditeurs, que pour connaître assez bien Guédelon, parce que c'est près de chez moi, honnêtement,
ça reste qualitatif en termes de médiation et de ce qui est proposé là-bas. Ah ouais, Guédelon, Tout, c'est tout chouette, hein. n'est pas encore, tout n'est pas souillé Mais je sais pas qui voilà, par, possède Guédelon, par exemple, tu vois. Mais là, c'est vrai que bon, On s'en fout, j'avoue je que crois. le Guédelon de Béziers antique, enfin, j'irai le voir hein, quand il sera construit, mais j'ai toujours un peu peur que ça crée enfin, qu'il y ait un discours derrière, un peu comme Puy oui, du non, Fou non, en on est fait, d'accord. de propagande d'extrême droite, quoi. Parce que c'est aussi malheureusement à ça que sert parfois l'histoire. Ouais. Bah, d'autant plus que Béziers, bah, avant d'être envahi par les Romains, c'était quand même une belle cité grecque, quoi. Ah, ça, je connais pas du tout l'histoire de Béziers. J'ai l'année Bah, Béziers, dernière c'est la... vu un spectacle sur Béziers et les Cathares qui était sponsorisé aussi par la mairie de Béziers. Ouais, C'était une belle dinguerie. Visuellement, c'était très très beau, il y avait pas de problème. Par contre, mon Dieu, que c'était de la propagande non-stop. ok. Et ça avait le mérite d'être gratuit quand même, hein, fort heureusement. Mais voilà, on s'est pris un petit shot de patriotisme quoi dans la tronche. Voilà, mais c'était joli au moins. Donc ouais, c'est vrai que j'avoue que c'est un peu ça me fait un peu bader ce truc à Béziers qui va sortir. Et donc du coup, tu dis ils vont travailler avec la personne qui a fait l'archéologue du coup Bah, qui a fait une partie des spectacles c'est de Nîmes, ça, c'est donc ça? c'est ça, Éric Tessier, donc qui lui est à fond gladiature, c'est un conférencier, nanani nanana. Je crois qu'il aime bien Napoléon aussi, il fait des reconstitutions de batailles. Bah, il me semble qu'à Waterloo, en fait, c'est là qu'il se fait le lien Et ouais, avec Kléber, avec c'est ce Kléber que j'allais aussi. dire, puisque Kléber est Ils ont fan de déjà bossé. Napoléon. Ouais, Ouais. c'est ça. Il est 100% fan de Napoléon et voilà, dans le milieu de l'archéologie, c'est grand monsieur, hein, mais voilà, donc archéosite qui va se monter sur 30 ans, et il me semble qu'un des premiers bâtiments qu'ils vont construire, c'est une arène, du coup, pour pouvoir faire de la gladiature. Oh waouh, ça je savais Oh, pas, tu vois. pourquoi pas? Si c'est fait correctement, Alors, pourquoi est-ce pas? qu'ils vont y mettre des Ouais, bien requins à sûr. l'intérieur? C'est ça la vraie question. Et ça, est-ce qu'il y aura des babouins et des singes et du Et Russell Pascal? Crowe. Moi, c'est ça la question que je me pose. Ok, bah, merci beaucoup. Je savais pas du tout que toutes ces connexions se faisaient. C'est Je hyper demandais pas intéressant. plus. Je vais revenir sur un truc qui est peut-être un peu plus terre à terre, mais du coup tous les deux vous travaillez dans l'histoire antique, hein, si je puis dire. Bon, Marius, au niveau du salariat, t'es plutôt dans la préhistoire, mais au niveau de tes passions, je pense, t'es plus antiquisant celte. Mhm. Ça vous vient d'où cette passion pour l'Antiquité? Pourquoi c'est ça que vous avez choisi comme matière et pas, par exemple, j'en sais rien moi, les Slaves au XVIIe siècle? Oh, bah, alors, très honnêtement, en ce qui me concerne, je pense que ça vient, alors pas que, hein, mais ça vient en partie d'Astérix, ça on va pas se mentir. Ok, Parce que, non, mais tu vois bien, quand j'étais gamin, moi, on avait les BD bah d'Astérix à ouais, la ouais. maison, on regardait les dessins animés Astérix, tout machin. Donc, je pense que ça a joué. Maintenant, je sais pas, l'esthétique antique, bah, que ça soit des bâtiments gréco-romains, l'histoire des Gaulois, les légionnaires romains et tout, machin, je sais pas, quand Ouais. j'étais gamin, j'ai toujours trouvé, je sais pas, qu'esthétiquement, il y avait quelque chose d'intéressant, tu vois, visuellement, on va dire. Ok. Et puis après, en grandissant, bah, je suis comme tout le monde, hein, à l'école, j'ai vu un peu toutes les périodes historiques, et même si j'ai toujours aimé l'histoire en général, l'Antiquité, je sais pas, je sais pas comment Il y dire, avait mais un petit c'est truc vraiment, en ça plus, m'a quoi. tout, ouais, Ouais. c'est ça, mais je saurais pas te dire exactement pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Ok. Et puis moi, Ouais. c'est par pur hasard au début. En vrai, Ok. j'étais pas. Comment dire? J'ai commencé à faire des chantiers à Randa-Ardesca avant même de forcément m'intéresser à l'histoire. Bon, je savais que voilà, j'aimais bien ça à l'école, quoi, mais sans plus. Ouais. Et puis voilà. Et puis en fait, le fait de me retrouver là, et puis vraiment de... Bizarrement, c'est par l'archéologie expérimentale que j'ai apprécié l'Antiquité plutôt que. Enfin, ça s'est fait un peu dans l'autre sens. C'est en J'avais la déjà vivant visité en fait, Guédon. quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Le côté histoire vivante, le côté reconstitution, ça aurait pu être n'importe quelle période, hein, je pense, dans les faits. Ouais. Mais j'avais beaucoup aimé, quand j'étais petit, la visite de Guédelon, justement, où là, j'avais trop kiffé. Et j'en étais ressorti en mode, ouais, je vais être tailleur de pierre et tout, ça va être trop cool. Et on te comprend. Et, euh, et voilà. Et en fait, bon, bah, j'ai regardé un peu. C'est ma mère qui m'avait poussé à sortir de ma chambre quand j'étais ado. Et elle m'a trouvé ce chantier-là, là, à Randa-Ardesca. On était ils venaient de finir de monter le four de Guillaume, justement, le four de Verrier.
Et voilà, j'ai vu les photos, ça m'a plu, et puis je suis arrivé là-bas et j'ai accroché, quoi. Mais en fait, de base, c'était pas forcément la période, la période celte, c'est pas forcément les Gaulois qui m'intéressaient plus que ça, c'était vraiment juste le fait de me retrouver là, et d'imiter, en fait. Hmm. Ces techniques, ces technologies, et d'essayer de réapprendre un peu à faire les choses avec ces techniques perdues, quoi. Donc c'est plus l'archéologie expérimentale qui me Ouais. faisait kiffer derrière ça. Et puis après, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire les visites guidées à Randa. Et puis c'est vrai que je trouve que dès qu'il y a de l'écriture, ça commence à... c'est- C'est chiant. En fait, ouais, je sais pas comment dire, mais dès qu'il y a écriture, il y a aussi réécriture et tu peux dire un peu ce que tu Ah oui. veux, faire dire ce que tu veux à tout le monde. Je trouve que c'est séduisant le mystère qu'il y a derrière la proto-histoire où il n'y a pas encore d'écriture, derrière la préhistoire aussi au final, où au final t'as plein de zones d'ombre, mais qui sont pas gênantes parce que ça permet aux visiteurs et aux gens qui s'y intéressent de vraiment se poser des questions, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ce côté histoire vivante et au niveau de la reconcite, réussir à rapprendre les gestes, c'est un truc que je trouve assez passionnant. Et ce, quelle que soit la période, en vrai, Oui, bien sûr, hein. de rapprendre le geste de gens d'autrefois pour aussi réellement mieux les comprendre. Et c'est aussi à partir du geste, je pense, qu'on arrive à comprendre la psyché d'une personne, de pourquoi est-ce que c'est ce geste-là, quel oui il va faire et pas un autre. C'est vraiment effectivement c'est vraiment très très passionnant. Moi, je dirais que bon, l'écriture, effectivement, ça entraîne du mensonge, mais c'est aussi le travail de l'historien de savoir faire la part des choses entre le mensonge et la réalité, tout en alliant justement ses sources avec l'archéologie et l'archéologie expérimentale. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'archéologie expérimentale a une vraie place dans le monde dans le monde de la recherche. Et d'ailleurs, c'est quoi le truc le plus dingue, Marius, que t'aies fait en archéologie expérimentale? Le Oh, truc il y a le plus plein de fou? trucs. Moi, un des premiers trucs qui m'a fait bader, c'est la forge. Au début, j'étais là, j'ai failli foutre le feu à Randa aussi. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais Ouais. bref, en fait, le fait de voir tout ça, de voir tous ces gestes, j'ai suivi un peu le forgeron et puis j'actionnais les soufflets, tout ça. Moi, j'avais qu'une envie, c'est de tester. Ouais, je Et comprends. voilà, à un moment donné, j'ai pu forger un peu. Alors, la forge, c'était vraiment ouf. Et puis, sinon, ce qui me fait beaucoup triper là en ce moment, bah, du coup, ça va être le travail du verre. Ouais. Parce que je trouve que c'est une matière qui est juste folle en fait. Et j'ai du mal encore à m'imaginer en fait comment dire, tout le travail qu'il y a derrière et à quel point les premières personnes c'était certainement par erreur au début, mais en tout cas les premières personnes à maîtriser la conception du verre, la fabrication qu'il y a derrière et tout, je trouve ça juste fou. En fait, je pense que ce qui me fait kiffer derrière l'artisanat en général, c'est comment est-ce que tu peux passer d'un truc que tu peux retrouver dans la nature, que tout le monde peut trouver dans la nature, tu vois, tu Ouais. trouves du sable, si tu vas au bon endroit, bah, tu trouves les bons ingrédients, etc., etc. Et en fait, c'est le savant mélange de tous ces ingrédients ensemble, et puis comme une recette de cuisine, quoi, qui arrive Mm. à un résultat final. Moi, c'est la recette que je trouve folle, en fait. À quel Mhm. point les gens se sont pris la tête pour Et puis trouver. surtout, le degré de... Moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné, c'est le degré de maîtrise. Parce qu'on le sait, nous, ayant étudié ces périodes-là, qu'il y avait un degré de maîtrise qui était exceptionnel. Mais juste de le voir refaire, la connaissance du matériau, la connaissance de comment il se travaille, selon les Mm. petites différences qu'il peut y avoir dans le matériau, les différences de comment tu le traites. Et c'est du savoir qui est empirique, qui est accumulé, qui est transmis. Mais tu sais, c'est toujours hyper ouais, fascinant et ça invite un peu à l'humilité de voir à quel point c'est hyper poussé en fait. Et à quel point ça détruit l'image qu'on a pu Ouais. avoir étant plus jeune, où il y a plusieurs décennies ah, mais leur savoir technique, ils étaient limités. En fait, non, en Ou même fait, encore aujourd'hui, hein, où il y a beaucoup de gens qui ont du mal à imaginer que des sociétés du passé soient capables de technologies et enfin plutôt de prouesses techniques mais c'est ça. aussi folles. Parce Et on tu se rend pas disais, on compte de ce que c'est. avait Ouais, à Alésia, on a fait en 2000, alors je te dis pas de bêtises, 2019, une exposition sur le verre, la bijouterie en ok. verre en Gaule. Et on a fait appel à des verriers aussi pour nous refaire des répliques de perles et de bracelets en verre.
Et il y a des décors qui sont connus par l'archéologie, notamment des décors de bourgeons, pardon, que les verriers à qui on a fait appel étaient incapables de refaire. C'est-à-dire qu'ils étaient, même avec les moyens actuels, ils comprenaient pas comment ils avaient fait pour faire des décors de bourgeons comme ça. Incapables de les refaire. Alors peut-être que maintenant ça a changé, peut-être que maintenant il y a des gars qui savent les refaire ou que nous on connaissait pas à l'époque, mais en tout cas à ce moment-là ça m'avait sidéré que des mecs disent bah non, ça on sait pas faire, on sait pas refaire. Et oui, On sait pas comment ils ont fait, on ne sait pas refaire. en même temps, quand t'as pas eu besoin d'apprendre le geste et que le geste s'est perdu, le retrouver Ouais, mais devient t'as les alors gestes que tu difficile, quoi. retrouves. Ouais, il y en a certains Je que tu pense que retrouves. Marius me contredira pas, mais il y a des gestes que tu arrives à retrouver par l'expérimentation. Ouais. Ouais, absolument. Il y a des trucs aussi que tu trouves par hasard, et puis c'est vrai qu'en fait ces gars-là, à l'époque, faut vraiment se dire que en fait c'est des artisans qui dès petits ont déjà les mains dans les outils et tout, déjà observent les plus grands faire, etc. Et c'est des savoir-faire. Si je prends l'exemple des artisans que j'ai autour de moi, tu vois, eux, ça fait seulement 15 ans, 20 ans qui forgent tout ça, mais qui forgent tout ça à partir de rien, en fait, parce qu'ils partent des objets qu'on a en musée. Et après, à partir des objets qu'il y a en musée, ils essayent de décortiquer les gestes qu'il y a tout autour. Alors, même s'il y a un petit peu de solidarité, pardon, dans le cas du verre, on parle de, bah, je sais pas, moi, moins d'une dizaine d'artisans. Parmi tous ces artisans, bah, parfois il y a de la compète. Parmi tous ces artisans, parfois il y en a qui travaillent pas avec les outils de l'époque, parce qu'il y a de ça aussi. Quand tu fais de la reconstitution, tu peux aussi, et quand tu essayes de refaire des savoir-faire, tu peux tricher et faire au chalumeau ou faire, tu vois, du coup, t'es plus avec les mêmes méthodes, les mêmes Ouais. outils, etc. Et même ceux qui sont avec les mêmes méthodes, les mêmes outils, etc., au vu des restes archéologiques, parfois on est obligé de faire des hypothèses, même avec les outils qui ont été utilisés pour avoir l'objet final, quoi. Mm. Donc ça se trouve, en fait, depuis le début, l'outil que tu as et que tu utilises et que tu as l'impression que c'est le bon, entre guillemets, et ben ça se trouve, c'est pas celui-là. Oui, parce que tu peux Bon, toujours te je sais pas tromper, où on hein. va aller. En préhistoire, par exemple, t'as un artefact qu'on appelle le bâton percé qu'on retrouve un petit peu partout, et en fait, on sait toujours pas réellement à quoi il sert. Est-ce qu'il sert à tresser des choses, à porter des sacs, Ouais, bah ouais. un bâton de commandement? En fait, même la tracéologie, donc l'étude de l'usure, ne permet pas de déterminer réellement à quoi sert Et l'objet. puis il a pu avoir plusieurs usages. Et un objet peut avoir plusieurs usages, surtout en 20 000 ans. Donc, Bah, déjà, c'est pareil, le recyclage, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, des objets qui sont complètement détournés de leur usage initial pour faire un truc qui a rien à voir, enfin, ça a toujours existé, quoi. Donc, ouais, dur, ouais, quoi. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis je vais dire n'importe quoi, mais d'une population au sens le plus large du terme, hein, d'une population à l'autre, un même objet servir complètement autre chose, quoi. Donc c'est toujours. Ouais, c'est toujours passionnant. Et toi, Tu sais, ouais, vas-y, pardon, oui, vas-y. pardon, vas-y. Non, vas-y, Non, j'allais dire, mais tu sais, dans ce truc de. Ah, même, t'as des discussions qu'ont encore les gens aujourd'hui. Ah, toi, tu utilises ça comme ça, toi. Ah, ouais, non, mais j'aurais pas pensé. Oui, c'est Ouais, vrai, ouais, ouais, c'est vrai. c'est vrai, ouais, les objets du quotidien, on les utilise pas tous de la même manière. Ouais. Et du coup, pour Marius, c'est la forge visiblement qu'il a beaucoup marqué. Et toi, Seb, t'as un truc d'archéologie expérimentale ou d'histoire vivante qui te fait triper un peu plus que le reste? Et après, je vous dirai ce qui, moi, me fait triper. Attends, je réfléchis parce que même si. Alors, moi, je fais pas d'artisanat proprement parlé, mais pour avoir côtoyé des artisans et pour animer des ateliers pédagogiques, forcément, il y a deux, trois petits trucs que j'ai appris à faire. Non, bah après, moi, je te dis en tant que, surtout plus en tant que voilà, que quelqu'un qui essaie de comprendre pour transmettre les grandes Ouais, idées, mais qui a pas vulgarisateur. vraiment. J'ai un peu de main gauche, moi, donc j'ai jamais eu beaucoup. Je te comprends, je suis très mauvais en craft également. Mais je suis comme tout Marius le s'en monde, souvient j'essaye parce que probablement ça me fait encore. triper, mais j'essaye à les trucs faciles, tu vois, les trucs un peu plus complexes, Ouais, voilà. bien sûr, Mais je comprends tout à fait. non, après, moi, enfin, non, je trouve que tous les artisanats ont, sachant que les plus courants qu'on ait, c'est le travail du verre, la forge, l'ébénisterie, menuiserie, tout ce qui est travail du bois en général, et le tissage, et travail de l'os aussi. Et je trouve que tout, à partir du moment où tu les intéresses, tout est hyper intéressant. Et puis surtout, tout se recoupe. C'est-à-dire que tu as des réflexions, des techniques ou des manières de faire qui se retrouvent un peu dans tous les artisanats. C'est toujours rigolo de voir que, ah tiens, bah dis donc, tu travailles pas le même truc, mais tu as la même manière de penser, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Surtout que des fois, tu obtiens des résultats qui sont pas forcément du tout. Parce que tu peux te foirer aussi, hein. Je reprends l'exemple de la forge, mais pendant le Covid, du coup, avec ma compagne, on a étenté de faire
un bas fourneau avec de l'argile qu'on a récupéré dans la pampa. Et le but, c'était d'essayer de faire fondre des capsules de bière. Et en fait, on n'a jamais réussi Ouais. à atteindre une chaleur suffisante pour faire fondre les 10 capsules. Et donc, du coup, l'expérience a complètement foiré. Cependant, on a eu suffisamment de chaleur pour essayer de taper du fer et essayer de le déformer pour faire une bague. Et le problème, c'est que c'est moi qui ai tapé. Donc, du coup, bah, j'ai mal tapé. Et à la place, on a eu un bretzel de métal. Mais je l'ai toujours aujourd'hui et il me sert de porte-clés. Et franchement, rien que d'avoir tenté le truc, tenté l'expérience, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Surtout quand tu pars de rien et que tu essayes de faire quelque chose, ça te permet vraiment d'apprendre et d'enrichir un peu les connaissances. Et, C'est ça. et ça, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Cela dit, il paraît que c'est Ouais, c'est vraiment tout. possible de faire fondre des capsules de bière. Donc je sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire Si vous exactement la avez des hauts manœuvre. fourneaux chez vous, vous faites fondre des capsules de bière, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Non, mais ouais, sinon, bah après, j'ai des souvenirs, mais plus des souvenirs de petits accidents qui, après coup, sont rigolos, sur le coup, beaucoup moins. Ouais. Genre, on parlait de travail du verre. Moi, j'ai vu, enfin, j'ai vu. Non, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler d'un parapluie d'un visiteur qui a pris feu à cause Oh, waouh. d'un Ok. à cause d'un travail du verre, que en fait la pièce elle s'est détachée. Ah. Et bah, il y avait une petite fille avec son parapluie. Bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est un accident, mais il y a une petite fille à côté, bah, son parapluie a pris feu, quoi. Mais la petite fille n'a pas pris feu, elle, La on est petite d'accord. fille, la petite Elle fille va n'a bien, pas ouais. été Ok. brûlée. Voilà, sinon je n'aurais pas raconté ça en mode c'est rigolo après coup. Lol, Mais la non, non, torche humaine. la petite fille va bien, mais voilà, ça fait partie des choses. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui est hyper important, et je trouve que tout le monde fait pas forcément attention. C'est la dangerosité de ces artisanats. Ouais. Enfin, en tout cas pour ces artisanats-là, parce que tu peux faire de la reconstitution dans des trucs qui sont moins Oui, violents. Par exemple, moi, de mon expérience, après, moi, c'est mon expérience en préhistoire, hein, donc c'est pas non plus la panacée, mais j'ai déjà tenté de fabriquer des instruments en préhistoire, et franchement, c'est très rigolo à faire, et c'est pas si dangereux que ça pour le coup, si ce n'est que bien évidemment, j'ai loupé une étape, c'est d'aller chasser des animaux pour récupérer les os. Donc et ça, voilà. par contre, ça peut être un peu dangereux, mais cela dit, après, quand t'as justement ton instrument entre tes mains, c'est quand même très chouette aussi, et d'aller vers des artisanats auxquels on s'attend pas forcément toujours. Un de mes artisanats préférés, par exemple, en termes d'études, parce que je n'ai pas fait tant que ça moi-même, c'est la bouffe. Ah oui. J'ai Et oui, ben oui. beaucoup étudié la bouffe. Marius, il y a un dossier sur la bouffe, je pense, qui doit rester encore Mais il achevé. il nous sert tous les jours. Merci. Mais de rien, de rien, de rien. Et j'ai énormément étudié la bouffe, et franchement, c'est passionnant à étudier d'une part, parce que la nourriture dit beaucoup de choses sur une société, je trouve. Oui. Mais surtout, c'est aussi très cool parce que j'ai eu la possibilité de tenter un système de cuisson à l'argile. Et franchement, c'était très fun à faire. Alors après, moi je suis un peu pyro, donc du coup, tu me demandes de foutre le feu à un énorme trou et à y balancer de la bouffe dans de l'argile. Moi je suis hyper content. Mais le C'est fait vrai est que t'as un truc avec que le feu, toi. le fait est que une fois que ton truc il a cuit, que ton argile est solidifié et que tu le pètes et que tu ouvres, bon nous on avait mis des glands dedans, et que tu ouvres ton truc et qu'après tu vois le gland qui est chaud, qui sent, il a une senteur de marron, et que tu le bouffes et qu'en fait il est bon et qu'il est cuit à point, il y a une forme de fierté de se dire ok waouh, en fait c'est pas que du théorique, ça fonctionne pour de vrai, premier degré quoi. Et c'était très cool à faire, et j'en profite pour faire un petit coucou à Geoffrey, collègue et ami avec qui on a fait cette expérience, dans lequel on a également fait chauffer des statuettes en terre cuite, où on s'était fait chier à concasser des os d'animaux pour le foutre dans l'argile pour pas que l'argile explose. Et c'est vrai que c'est toujours très rigolo à faire ce genre d'expérience. Je ferai pas ça tous les jours, je pense, parce que je suis d'un naturel où je pense qu'au bout d'un moment j'aurai la flemme de passer des jours entiers à faire des expériences comme ça. Mais de temps en temps, je suis quand même très content de pouvoir faire ce genre de truc, parce que comme tu l'as dit Marius, c'est en vivant l'histoire qu'on apprend aussi, je pense, un peu l'histoire. Mm. Ouais, je te rejoins beaucoup là sur le côté sur la bouffe. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est des gestes du quotidien, en fait. C'est des gestes de la Ouais, vie de tous bien les sûr. jours qui étaient très certainement en plus maîtrisés on peut facilement imaginer toute une maison, en tout cas une bonne partie des gens, quoi.
Ouais. Ça touche le quotidien des gens. C'est des gestes que nous, on a désappris parce qu'on en a plus besoin. Mais pour avoir fait des bouffes histo et pour avoir du coup teinté l'expérience à Randardesca, c'est vraiment t'es là, t'es avec ta poterie. Ok, ta poterie, il faut que tu la poses sur ta sole en argile. Mais en fait, si tu la poses trop près, trop chaude d'un coup, ta poterie, elle va fendre. Alors, il faut que tu prennes soin de ta poterie. Ensuite, t'as des gestes à la con, tu vois, comme quand tu fais comme un bourrin, là, tu tapes ta cuillère sur le bord de ta casserole moderne. Ouais. Ça, tu peux pas le faire sur une poterie, par exemple. Bon, bah, ok, une fois que t'as ta bouffe qui est là, qui mijote, ça commence à mijoter, ça commence à frémir à l'intérieur. Il faut que tu tournes ta poterie délicatement, régulièrement, pour que ça chauffe de manière uniforme. Et puis en plus de ça, tu vois, c'est toutes des dynamiques, mais aussi, en tout cas pour l'Antiquité, et puis si tu fais des grosses cuissons dans des grosses poteries, ça remet en question aussi la façon dont tu consommes, quoi. Parce que là, en l'occurrence, t'as allumé un Et feu, ouais. t'as préparé tous les ingrédients. Là, t'as une grosse marmite, machin. C'est pas tu te fais à manger juste pour ce soir, c'est déjà tu te fais à manger très certainement pour toute la maison, tout le monde, voire plus, hein, peut-être on peut imaginer aussi que bah, tout le monde trinque là dans les environs, les voisins, etc. Qu'on s'y mette à plusieurs, qu'on fasse des gros casse-dalles, qu'on partage tout ça et qu'on fasse pour plusieurs jours, quoi, de manière à ce que soit consommé et surtout que toutes les ressources qu'on ait mobilisées et le temps qu'on ait mis à le faire, et ben, ça vaille le coup, quoi. Parce que, effectivement, faire une bouffe, pour avoir tenté l'expérience, tu fais une bouffe pour 10-15, et ben, tu fais ça le soir, tu sers à 19h, déjà à midi au moins, tu es en train d'éplucher les légumes, quoi. Et oui, ça te Après, permet de peut-être vraiment parce qu'on est des comprendre manches, l'agenda en fait mais des gens. ouais, peut-être parce qu'on se débrouille mal, tu vois, mais Ouais, aussi. Oui, il faut toujours partir du principe que les gens, comme c'est leur quotidien, ils se débrouillent voilà. forcément mieux, mais ça veut pas dire non plus que ça reste pas une organisation à avoir quand tu dois nourrir un foyer Et entier ouais. d'une certaine manière. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, moi ce midi, bah, j'ai fait chauffer de l'eau avec mon gaz. Quand ça a bouilli, j'y ai foutu les raviolis à l'intérieur. Ça a cuit en 3 minutes. J'ai versé dans une passoire. Puis ensuite, j'ai mis dans mon assiette. J'ai rajouté de la sauce tomate que j'avais achetée au supermarché et de l'huile d'olive que j'avais achetée au supermarché. Et puis ensuite, j'ai mangé. Ça m'a pris moins de 10 minutes. Donc on n'est pas du tout sur le même type d'orga. Donc, comme tu le dis, la nourriture et la manière qu'on a de pratiquer cette nourriture en dit énormément sur une société, en fait. Mais oui, mais c'est effectivement, et moi je trouve ça aussi hyper passionnant, comme vous disiez, d'être dans le quotidien, enfin de s'imaginer le quotidien des gens de l'époque et toute l'organisation autour de quelque chose qui est banal entre guillemets, mais qui est essentiel et donc il faut, qui nécessite eh ben, d'être stocké, préparé, récupéré, Partager aussi. partagé, Ouais, bien sûr. et toute l'organisation sociale qu'il y a autour et qu'on imagine mal aujourd'hui en fait. Du coup, comment ça mange un Gaulois en termes d'organisation, alors, Marius Bah, on sait que ça fonctionnait par foyer, j'imagine. Donc, je suppose que le banquet à la Astérix, c'est un truc qui est inexistant ou alors extrêmement rare, je suppose. ben, c'est difficile à dire. On sait que ah si, il y a des restes de rassemblement quand même où il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont mangé aux mêmes endroits. Tu peux regarder ça un peu à la tête des poubelles et tout. Ce qui est plus facile, plus évident à regarder, c'est le régime alimentaire. C'est des grands éleveurs, des grands agriculteurs. Donc on va retrouver beaucoup d'élevage, bah, du cochon, les Mouton poules aussi. patents, euh, surtout de la vache, du cochon, du mouton. Ouais. Alors je me rappelle plus et tout des chiffres, mais tout ce qui est chasse, par contre, beaucoup moins. On Oui, c'est imagine ça, que le et il me semblait sanglier, que par contre, la chasse était assez gros caricaturale, en cliché. fait. Ouais. Ouais, C'est c'est très ça. très peu représenté la chasse de mémoire, hein. C'est Ouais, ben oui. vraiment, c'est très très très, même d'un point de vue élite sociale, la chasse est assez peu pratiquée au final, hein. Mm. Absolument. Puis quand effectivement tu parles d'Astérix et Obélix, le sanglier, ça pour le coup on ne le consommait pas. On pense que en tout cas vu la rareté des ossements et l'iconographie aussi qu'on peut retrouver, Ouais. on pense que le sanglier était surtout un animal plutôt sacré en tout cas qui Eh oui. avait derrière lesquels il y avait des valeurs Mm, mm. auxquelles il fallait pas trop toucher quoi. Donc pareil pour le cerf aussi, qui sont des animaux qui accompagnent les divinités celtes. Après,
Pour les céréales, je me rappelle plus bien, mais en tout cas, il y a beaucoup de céréales qui sont cultivées. Les Gaulois sont des pros de la salaison, qu'ils vont pouvoir exporter à travers toute la Méditerranée, globalement. Ouais. On sait qu'on a des traces de commerce où, effectivement, en termes de charcuterie, en termes de Ouais, salaison, ça, j'avais vu qu'effectivement, parce que l'autre jour, je bouffais du saucisson et je me suis dit depuis quand ça ouais, existe. Et effectivement, j'ai vu que c'était celte. Et Ah et oui. voilà. je trouve ça assez rigolo, du coup. C'est Ouais, ouais, caricatural. donc déjà des viandards à Ouais, c'est l'époque. ça, exactement. Et d'ailleurs, Et donc, Les Romains qui, soi-disant, n'aiment pas tout ce qui est barbare, c'est Il des raffolait de gros charcuterie, je fans crois. des salés. Oui, c'est des Ouais. gros fans de salaison celte. Et ce qui montre que la France est finalement un pur produit des deux, puisque maintenant on boit le vin rouge des Romains avec la charcute des Gaulois. c'est parfait. C'est parfait. Et donc voilà, en termes de liquide, on pense qu'il y avait déjà certains vignobles. De toute façon, ils font du commerce avec les Grecs depuis un bon moment, les Celtes. Eh Donc oui, on pense que le vin était déjà arrivé et implanté sur le territoire avant que les Romains n'arrivent et ne fassent trop bien de sûr. commerce avec les Celtes. Mais enfin, il y a ouais, donc voilà, de la cervoise. On a des endroits où on retrouve des céréales grillées, et très certainement fermentées. Donc il y a cette fameuse cervoise, une sorte d'ancienne bière, qui est pas vraiment une bière parce que c'est pas du houblon dedans, mais du coup c'est des herbes, d'autres herbes de saison. Ta cervoise d'été aura pas le même goût que la cervoise d'hiver. On avait fait de Vous avez fait des l'archéologie tests, ouais, expérimentale. de. Ouais, ouais. En fait, tous les ans, on essaye de faire un festival d'archéologie expérimentale. L'année dernière, par exemple, c'était sur le verre, justement. Et nos 3 premières éditions, pour être sûr d'avoir du monde, on a fait de l'expérimentation sur de la bière, du coup. De la bière, on a travaillé avec des brasseurs locaux et tout, et il y avait eu des tentatives de cervoise. Bon, sur tous les brassins, je crois qu'il y en a que un ou deux qui étaient buvables. Ah, Mais bon, merde. après, il fallait rapidement aller aux toilettes, quoi, parce que fallait pas trop en boire. Ok, d'accord. Et oui, parce que du coup, contrairement à Alésia, du coup, il me semble que l'époque dans laquelle, entre guillemets, se situe Randa, c'est du celte, mais avant l'arrivée des Romains dans la région, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, nous, dans le sud, les Romains sont arrivés plus tôt, Oui, parce que la Narbonne, ouais. province de la Narbonnaise, du coup, c'était de fin du deuxième siècle avant. Ouais. Et Randar d'Esca, effectivement, on essaye d'illustrer plutôt comment dire, la période de transition entre le premier âge du fer et le deuxième âge du fer. Donc on est quoi, Donc, le vers premier âge 400? du fer, ouais, c'est ça, en Ouais. gros, 5e siècle avant, quoi. Voilà, voilà. Ok. Il y a 2500 ans. Et tiens, d'ailleurs, de petites Ouais. questions comme ça, mais ça, c'est pour moi. Dans le sud de la France, vous avez des marqueurs clairs de cette transition, justement, entre le premier et le second âge du fer? Parce que Euh, vers chez moi, tu sais, c'est les grands sites princiers qui vont être abandonnés, et puis Ah l'organisation oui, c'est sociale vrai, ouais. qui, au lieu de tourner autour de ces grands sites princiers, va se morceler, en fait, ouais. avant de se reconcentrer dans des grandes aristocraties celtes à la fin, qui vont aboutir à la fin au premier âge du fer, à bah, ces peuples décrits par César et autres. Ouais. Enfin, ces peuples, ces Oui, parce rassemblements que décrits César. je me permets de te Mais couper, mais il me semble que du coup, le premier âge du fer, récemment, tu as des études qui ont montré qu'on était plutôt sur un truc qui soit moins fragmenté, avec vraiment des grands princes et des ouais, grandes ouais, ouais, tombes ouais, ouais. et des Et en grosses tout zones cas, vers chez commerciales, moi, c'est ça, il me semble. Hein. Ouais. ouais, c'est ça, dans le nord-est de la France, vers la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, la Champagne, etc. Bah, en témoignent les sites de Vix, du Prince de Lavaux, etc. C'est vraiment des très gros territoires gérés par des familles familles au sens très large, hein, on s'entend, mais en tout cas des dynasties presque extrêmement puissantes d'un point de vue économique et sans doute militaire. Et ça, tout ça, ça périclite et ça se morcelle énormément et les territoires changent vraiment d'organisation au cours du 5e siècle, 6e, 5e siècle. Et donc, juste, je voulais savoir dans le sud comment si c'était la même chose, si c'était différent, si c'était. Dans le sud, pour le coup, en fait, beaucoup de comment dire? C'est vrai qu'au final, quand on pense, premier âge du fer, c'est souvent des tombes enfin, c'est plus, c'est jamais des choses qu'on retrouve, réellement dans le sud-est. Nous, quand on Ouais. construit des bâtiments et cetera, on va s'inspirer des sites de Latara, on va s'inspirer des sites de Gaillan dans le Gard.
où là, ça va être quelques centres urbains, mais en fait, en termes de tombes, je crois pas qu'on. Je pense qu'on est surtout soumis à une grosse influence de la Méditerranée, en fait, avec le commerce avec les Grecs, Ouais. surtout. On a pas mal d'Étrusques aussi. On retrouve je pense aussi dans ces runes, par exemple, où là, on est pile sur cette rupture-là, premier, deuxième âge du fer, où il me semble que les plus vieilles tombes qu'on a, elles datent du 4e, du 5e siècle pour en ces runes. Mais là, en fait, c'est tellement mélangé, il y a tellement de cultures différentes qui se mélangent. On retrouve du celtibère, on retrouve de l'étrusque, on retrouve du tout, en fait. On retrouve toute cette culture-là C'est un vrai qui carrefour de brasse, en fait, civilisation en fait. et qu'on imagine hyper cosmopolite. Alors, du coup, c'est difficile de, comment dire, de distinguer le plus celte du moins celte, du machin. Je voudrais pas dire n'importe quoi non plus parce que j'oublie certainement des choses et puis aussi il y a certainement des choses que j'ai pas, que je ne sais pas tout Après, simplement. dans le sud-est, t'as aussi, bon, c'est pas du tout la même époque, mais t'as surtout une énorme concentration de tombes néo en fait, hein, sur même fin néo. Ben ouais, C'est nous ce surtout ça qui qu'on. phagocyte un peu le paysage archéologique du Mhm. sud de la France. Il y en a, enfin, j'ai caricaturé, mais tu fais 2 mètres, tu tombes sur la tombe d'un gars, quoi. Ouais, Donc ça ce montre qu'on aussi que effectivement. là, je vais un peu en impro, hein, mais ça veut dire que t'as quand même l'esprit d'avoir des gens qui sont quand même assez importants et des groupes humains assez importants quand même dans cette région-là, quoi. C'est pas vide, c'est juste que comme le dit Marius, c'est probablement mixé avec des tas de d'autres cultures parce que Méditerranée, quoi. Ouais, et c'est vrai que dès l'âge du bronze, en fait, tous nos dolmens qu'il y a ici en Ardèche, qu'il y a à Vaugué aussi, il y a des trucs qui ont Ouais. été retrouvés dès l'âge du bronze et tout. En fait, ces dolmens-là vont être réemployés par les populations celtes comme des sépultures. Et donc, j'ai l'impression, encore une fois, je pense que je vais un petit peu en impro, que plus que des grands tumulus et des grandes tombes à char qui sont construites exprès pour honorer telle ou telle personne, Mm. ben, c'est plutôt du réemploi en fait qu'on va retrouver au premier âge du fer, du réemploi du coup de ces structures, de ces sépultures qui existaient déjà avant. Mm. Oh, ça paraît assez logique en Ok. vrai. Voilà, mais il faut à À confirmer. Et vérifier. pour le coup, là, je suis pas. S'il y a un C'est vrai qu'en fait, spécialiste de dès la qu'on parle, proto-histoire qui passe ici, spécialement sur les ah, tombes voilà, je vais me faire taper sur les doigts, celtes, tapez-nous dessus, mais avec je vais gentillesse me faire et détruire. avec des sources, s'il vous plaît aussi, car nous ne sommes pas préparés, hein, bien évidemment, on est pas sur une interview, on est sur une discussion comme ça de comptoir archéologique, quoi, d'une certaine manière. Une bière, Une Tavernier, cervoise. une zéroise. Une cervoise, mon ami. Mais du coup, ouais, ok, super. C'est vrai que cette transition âge du fer, moi, je veux pas vous mentir, hein, c'est des périodes que je connais très très peu. Je me connais beaucoup en paléolithique sup, un peu en néo. Mais je pense qu'à partir du moment où les humains commencent à crafter des épées, moi je fais un bond dans le temps jusqu'au Moyen-Âge, hein, qui est ma deuxième spé. Mais sinon, le milieu, je connais que dalle. Vraiment que dalle. C'est aussi pour ça que je suis content d'être là avec vous parce que je peux apprendre pas mal de choses justement sur ça. Parce que les Gaulois, bah, les auditeuristes qui nous écoutent, je pense, le savent, mais Gaulois, ça veut pas dire grand-chose en fait, hein. C'est les Romains qui donnent cette appellation ça, là aux populations celtes qui sont présentes dans le pourtour géographique de ce qu'est la Gaule. Mais justement, est-ce que les migrations celtes, elles arrivent à quel moment? Est-ce qu'elles arrivent au 5e siècle, au 5e siècle, Ça, avant, bien évidemment, hein, JC, ou est-ce qu'elles sont déjà présentes depuis, normalement, dès le 8e siècle avant notre ère, Ok. enfin, archéologiquement, en tout cas, on considère que les Celtes, alors même si c'est une notion qui est extrêmement vague en réalité, parce que est-ce que Oui, c'est pareil, des ça veut pas dire populations grand-chose non qui se plus, ouais. déplacent? Est-ce que c'est qu'une des populations qui se déplacent? Est-ce que c'est une culture qui atteint des populations qui ne sont pas celtes au départ, mais qui se celtisent, hein? C'est comme d'habitude, c'est extrêmement compliqué. Ouais, Mais il me semble, c'est autour de 800 c'est du à pas coup. dire de bêtises, que dès le 8e siècle avant notre ère, on a déjà des Celtes en Europe Ok. et Bah dans le ouais, en fait, le centre de truc l'Europe. aussi, c'est que
Il y a eu des théories là qui ont été avancées. Bon, elles datent un peu du coup d'une population indo-européenne. Qu'en gros, ce qui était appelé les Celtes, en fait, c'est des gens qui viennent du Keltoi, en gros, une zone géographique plus ou moins décrite par les historiens grecs, je crois, comme au Ouais. centre-est de l'Europe, quoi. Mais en fait, le truc, Oui, c'est voilà. que on n'a pas assez de sources pour vraiment parler de ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est des populations qui se déplacent. Après, de où viennent les Celtes exactement? Comment est-ce qu'ils se sont installés? Est-ce que c'est de l'assimilation, de la conquête et tout? C'est Oui, certainement un peu voilà. de tout ça en même temps, en Oui. fait. Ah, de toute façon, à chaque Je fois, c'est crois un que, peu toujours ça. Ouais. ben ouais, c'est ça. C'est Après, la c'est même vrai que, question pour tout, oui. ouais, je te laisse finir, pardon, vas-y. Non, non, pardon, c'est moi, mais juste je voulais dire qu'effectivement, c'est toujours pareil, comme je disais, c'est que qu'est-ce qu'on appelle celte en fait? Est-ce que c'est juste la culture? Est-ce que c'est des populations? Est-ce que c'est des élites qui Le s'installent par la langage. force? Est-ce que c'est le langage? Ouais, si Est-ce on, qu'eux-mêmes si ils se on regarde, reconnaissent? ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils se reconnaissent entre eux comme Celtes Voilà, et tout? Ouais. Le truc, c'est que c'est voilà, plein de groupes c'est ça. différents qui vont s'organiser politiquement un peu à leur manière. Et du coup, dans ces groupes celtes-là, organisés, on n'imagine pas forcément en État encore, pas vraiment, parce que c'est pas comme ça qu'ils s'organisent. Mais que du coup, bah, entre deux populations celtes, elles peuvent être autant ennemies que amies, que Ouais. clientes l'une de l'autre, que du coup, Mais ça donne des, des interactions très complexes entre, ouais, entre ces groupes-là. entre Mais groupes. Mais il y a quand même une unité il y a quand même une unité culturelle. Oui. Par exemple, entre des Celtes de Turquie et des Celtes de Gaule, on va y retrouver une unité culturelle et Ah, de langue ou pas? Ou c'est vraiment alors la juste les Turquie Grecs c'est qui un sont peu là à loin faire, pour bah le là coup. c'est des Celtes, et là c'est des Celtes, et là c'est des Celtes, et je vous emmerde. Et qu'en fait, Franchement, pas du autant tout. toute la région, elle est un peu au nord de la Grèce, l'ouest des Balkans, etc. Il y a des choses, en tout cas, au premier âge du fer qui se ressemblent effectivement avec ce qu'on trouve plus en Europe de l'Ouest. Ouais. Mais après, ça varie complètement, hein. Ouais, t'as quand Et même par des. contre, par exemple, celles qui se retrouvent jusqu'en Anatolie, là, pour le coup, je crois que c'est très, très différent, hein. Ouais. Donc alors, oui, tu, vas-y. tu parlais un petit peu de migration là tout à l'heure. Effectivement, par contre, on a des traces écrites parce que au final, ils sont allés un peu loin ces Celtes là, jusqu'en Anatolie. Vous en parliez là. Mais on a des grandes migrations qui ont eu lieu à un moment donné. Il faut imaginer que ben, tous ces princes celtes, au bout d'un moment, c'est pas qu'ils se font chier, mais c'est qu'ils sont tous les uns sur les autres et ils ont soif de conquête. Et pour trouver certaines de ces quêtes, justement, bah, il y en a des chefs qui partent. Alors, on a du coup en tête les grandes expéditions, enfin la grande expédition où c'est des chefs, alors Sénon, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais en gros des Celtes qui vont venir. Il me semble que d'ailleurs il n'y a pas que des Celtes dans la coalition. Certains historiens grecs parlent de 300 000 personnes quand même. Alors il y a des Celtes, il y a des Thraces, il y a d'autres peuples, je crois. Et ils partent, c'est une partie de cette coalition-là qui va justement aller s'installer jusqu'en Turquie. Et sur leur chemin, ils vont aller en Grèce, etc. Ils vont aller piller Delphes. Bon, je crois qu'au final, ils sont mis en déroute. Mais en gros, il y a plein de populations comme ça qui vont migrer, qui vont s'éclater un peu de partout. Il y en a qui vont revenir chez elles. C'est surtout des grands mercenaires, en fait. Donc, il y a parfois des Celtes qui partent très très loin, qui reviennent, parfois qui restent. Hannibal avait des Celtes dans ses comment ça s'appelle? Dans ses Ces troupes, armées. dans ses armées. On a Brennus qui est parti jusqu'à Rome le siècle d'avant, qui allait piller tout ça. Donc il y a quand même des traces de ces grandes conquêtes, et de ces grandes expéditions justement, de ces grands mouvements de population qui se retrouvent archéologiquement. Mais quant à l'origine des Celtes, ouais, c'est difficile. Ok. C'est difficile. Et puis, quand tu regardes, même on disait que les textes étaient chiants, mais pas toujours, hein. Quand tu regardes sur les textes d'auteurs Ouais. grecs ou romains, même si c'est surtout les Grecs qui ont parlé des Celtes pour les périodes les plus anciennes, on va dire, tu remarques qu'il y a une espèce d'identité culturelle qui est vraiment marquée, qui est vraiment reconnaissable. Ouais, aux alentours des 6e, 7e siècle, peut-être fin du 7e siècle. Mais avant ça, tu trouves pas de mention des Celtes, en tout cas de ces populations-là qui sont décrites aujourd'hui comme Celtes, t'en trouves pas des mentions bien claires avant ces périodes-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr, carrément.
C'est-à-dire Carrément, que carrément. d'un point de vue grec, ils sont capables de dire que voilà, cette population-là, enfin ces populations-là, elles ont la même langue, elles ont les mêmes rites, les mêmes Oui, croyances, les mêmes pratiques sociales, etc. Donc on peut en parler, tu vois. il y a une pseudo-ethnographie grecque qui peut potentiellement exister déjà C'est ça, à l'Antiquité, c'est ouais. ça. Bien sûr, ouais. Alors avec le point de vue des Grecs, donc ça Oui, vaut ce que ça vaut, qui est hein, c'est légèrement toujours comme le faussé, point de vue des Romains. mais c'est intéressant de le Quand comparer avec les sources tu... archéologiques, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et je voulais revenir sur un truc avant que... Parce que ça fait 50 minutes qu'on tourne, et je me suis dit qu'à la base, je voulais vous faire parler un peu de médiation aussi. Vous avez pas mal vulgarisé un peu la Gaule. Et je voulais savoir un peu ce qui vous intéresse, vous, dans le concept de médiation culturelle ou de vulgarisation pardon, scientifique. Alors, comme moi, je pense que vous êtes tombé un peu dedans, entre guillemets, par hasard, comme la plupart, je pense, des médiateurs culturels. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un un jour qui soit levé enfant à 5 ans et qui ait dit à ses parents, moi, je veux être médiateur culturel. Mais le fait est qu'on l'est devenu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous fait kiffer dans ce métier-là, en fait? Si tant est que ça vous fasse kiffer, hein, peut-être que vous voulez changer de métier, devenir Ça comptable. se Oui, oui, trouve, non, mais du coup, je laisse Marius parler parce que j'ai pas mal blablaté, donc vas-y, je Ok, t'en prie. vas-y Marius. Ben, je suis en train de réfléchir en même temps. Ben, je pense. Moi, déjà, ça fait un petit moment que c'est un truc qui me plaît. J'avais commencé par faire de la bio et tout. Et puis ensuite, direct après avoir fait de la bio, je me suis dit, je me vois pas en laboratoire. Par contre, parler de ce que je fais, parler de science et puis le rendre digeste pour toutes et tous, je trouve ça vachement plus kiffant. D'autant plus qu'avec l'environnement, on a des enjeux qui sont assez importants, assez actuels. Et donc assez rapidement, je me suis lancé dans un truc d'éducation à l'environnement. Et après, j'ai dérivé vers plutôt l'archéo, l'histoire, à travers Randardesca du coup. Mais disons que la médiation, ça fait déjà un moment que moi j'y pensais. J'ai fait les études. Tu vois, contrairement à d'autres personnes, par exemple, qui ont fait d'abord de l'archéo ou d'abord de l'histoire et qui ensuite ont fait de la médiation. J'ai commencé par faire de la médiation avant de faire de m'intéresser à de l'histoire ou de l'archéo. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est ouais, c'est un métier qui est politique quand même. C'est un métier qui, même si t'as pas le droit de dire votez ça, attention, lui c'est un méchant dans ton discours, tu n'as pas le droit. Le but du jeu, c'est quand même d'informer les gens et de leur donner surtout, je pense aux petits, quoi, Ouais. de planter des graines, en fait. Tu sais pas lesquelles vont germer, et c'est ça qui est génial aussi, tu vois, tu fais ton jardinage, parfois, il y a les graines auxquelles tu croyais pas, tu vois, le petit truc, qui a fait briller les étincelles dans les yeux de ce gamin-là, en fait, c'est pas du tout ce que tu prévoyais. Et puis parfois, ça va pile dans la direction que tu veux. Alors, c'est pas de la manipulation, hein, parce que le but du jeu, c'est qu'au final, ils aient leur choix. Mais rien qu'en restant 1 heure avec des gens, quand même, tu peux ouvrir des portes, en fait. Tu Ouais. ouvres des portes, tu leur en apprends plus sur tel ou tel sujet. Surtout, tu débunkes à fond, tu parles, enfin, tu casses toutes les idées reçues qu'il peut y avoir. Et tu as toujours la possibilité, quand même, Enfin, la médiation culturelle, c'est vraiment... tu, plus la personne Ouais. en face de toi elle est informée, plus elle est en pleine possession de son environnement, de ce qu'elle a autour d'elle, du monde vraiment dans lequel elle vit. Et ça devient un citoyen qui est plus conscient, quoi. Et Oui. du coup, ça peut se voir sans forcément parler de vote, mais ça se voit dans les décisions qu'il va prendre plus tard, Ouais, quoi. je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve que c'est l'information permet la responsabilité en tant qu'individu, et c'est vrai que quand tu es vulgarisateur scientifique, c'est important d'informer les gens sur tel ou tel sujet parce que ça les amène à avoir une réflexion peut-être plus poussée sur notre société dans laquelle on se trouve aujourd'hui. En tout cas, je sais que c'était enfin, je parle au passé parce qu'en ce moment je bosse pas, mais en tout cas, c'est mon fer de bataille quand je bosse personnellement. Donc je te rejoins tout à fait. Cette idée d'ouvrir des portes, d'implanter des graines, etc. Je pense que c'est ça qui fait un peu l'essence du métier de médiateur culturel. Sans parler de manipulation, malgré tout, on sait comment parler aux gens et comment les captiver. Donc on a des points de levier quand même qui existent pour capter un auditoire. Je m'amuse en disant que je pense que si on le voulait, si un médiateur le veut, il peut très bien devenir membre, enfin, gourou de secte avec quelques personnes, enfin, sans trop de problèmes, je pense. Après, faudra voir avec la police, mais parler à un auditoire, c'est aussi une capacité en médiation qui
qui est extrêmement importante, savoir comment parler à un groupe de gens derrière. Et je pense que c'est ce qui séduit pas mal de personnes. Ouais, Je pense qu'il y a plein de médiateurs et puis il y a plein de médiations derrière les micros qu'on peut avoir. Effectivement, on est avant tout des humains et je pense que ça séduit beaucoup de médiateurs, justement, le fait de pouvoir être écouté sans être interrompu et d'avoir un peu le monopole de la parole. Après, je juge pas, mais effectivement, parfois ça peut être un peu. Je sais pas, je trouve ça toujours plus intéressant quand même que ça se fasse dans l'échange plutôt que bien sûr. de manière. Bien sûr. De toute façon, c'est comme je dis souvent aux gens, si tu fais un cours magistral, les gens ils retiennent que la moitié, hein, mais encore la moitié c'est C'est gentil. ça, oui, Alors que voilà. quand tu les prends à Je peux partie pas mettre tout. et que tu leur poses des questions, que tu crées effectivement un échange, là tout de suite déjà tu deviens plus marquant pour eux, le moment devient plus marquant pour eux, et donc du coup ce qu'on s'est dit devient plus marquant pour eux, et les graines poussent mieux en fait. Finalement, c'est un peu comme si on arrosait correctement les graines, quoi, pour reprendre ta Mm. métaphore. Et du coup, le métier de médiateur, c'est aussi savoir parler plusieurs langues. Tu fais des visites en anglais et de la médiation en anglais, Marius, toi? Là, on n'a pas trop l'occasion d'en faire parce qu'avec les visites audio guidées, du coup, les allophones sont souvent redirigés vers une médiation robotique. Mais, euh, mais effectivement, normalement, oui, je suis capable de le faire. Puis là, j'ai fait ma demande de carte de guide conférencier, j'ai même mis espagnol dessus. Ah Alors ouais, bon, faut me prévenir ok. d'avance, mais Mais c'est ça qui est passionnant, je trouve. Enfin, je sais que avant d'être médiateur culturel, mon niveau d'anglais, il était pas dingue, quoi. Je pense que j'étais capable de parler anglais avec des gens, mais surtout capable de comprendre des gens en anglais. Mais je trouve que la médiation culturelle, être forcé à expliquer des choses dans une langue étrangère à des gens, te pousse aussi à avoir un meilleur vocabulaire, un meilleur accent, une meilleure diction. Et en ça, je trouve que c'est un métier qui est quand même plutôt chouette parce que perso, il m'a permis de mieux savoir parler anglais. Alors, ma ouais. deuxième langue, c'était l'allemand, mais j'étais trop une merde pour pouvoir réellement parler allemand. Donc, les seuls trucs que je sais dire c'est Ihre Ticket bitte et Es ist Ihre Begleiterin, par exemple. Voici votre accompagnatrice, parce qu'il faut plus dire le F-word. Je le dirai pas ici, du coup, parce que c'est banni du langage courant en allemand, donc il faut dire accompagnatrice. Mais je serais incapable de faire une visite en allemand, par exemple. Mais alors qu'en anglais, même si je l'ai redouté toujours un peu quand tu apprends que tu vas en avoir, une fois que tu es dedans, que tu as bien réussi ton truc pendant 1 heure à blablater hello, comme ça, là, bah, franchement, c'est plutôt chouette, je trouve. Alors déjà, un truc de base, c'est que moi, j'aime bien parler de ce que j'aime, de ce qui me fait kiffer, voilà. Moi, je peux vous Ouais. parler à peu près 8 heures des échecs ou de Warhammer 40 000, donc voilà, Yes. je peux vous parler à peu près autant de temps de l'Antiquité parce que j'adore ça. Non, plus sérieusement, je rejoins un petit peu ce que disait Marius sur le rôle important de la médiation scientifique, hein, quelle qu'elle soit. Le fait de donner comme ça accès à des choses qui sont pas forcément, même avec Internet, hein, parce qu'aujourd'hui on se dit avec Internet, avec les réseaux, que c'est facile d'avoir l'information. Mais en fait, on se rend compte, et c'est pareil pour tout le monde, qu'on ne sait pas forcément comment aller la chercher, l'information. Donc c'est vrai que la médiation, elle est importante pour ça. Et puis, le côté en fait humain, le fait effectivement d'être dans l'échange, de partager. Médiateur, ça veut dire concrètement créer du lien. Alors, créer du lien entre une information, une donnée scientifique plus ou moins brute, et un public qui est plus ou moins habitué à ce type d'information, et donc il faut parfois transformer pour qu'il puisse la recevoir. Par exemple, les enfants, hein, les enfants, tu leur tiens pas le même discours qu'à des adultes qui ont un peu plus de connaissances sur un sujet, mais aussi discuter avec les gens. Moi, j'ai appris plein de trucs en discutant avec des gens qui me disent: «Ah, mais vous savez, vers chez moi, il y a un site archéologique qui a Ouais. été fouillé dans telle année.» Et alors, des fois, les gens ils nous racontent un petit peu aussi des poncifs qu'ils ont entendus à droite, à gauche. Ah, mais ils chassaient le sanglier? Ah oui, non, mais non, non. Mais du coup, c'est bien aussi de pouvoir discuter avec les gens, de casser un petit peu leurs idées reçues, d'apprendre des choses parfois à leur contact aussi. Et moi, je trouve ça vraiment bien d'utiliser la médiation sur un sujet scientifique pour justement créer du lien à l'heure actuelle. Et utiliser le passé pour créer quelque chose au présent. De toute façon, faire de l'histoire et faire de l'archéo et de la reconstitution et de l'archéologie expérimentale et de l'artisanat, ça sert à ça, hein, ça sert à faire des choses au présent. Donc moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier, quoi. Ok. Cool. Bah, on est tous un peu d'accord du coup dans l'ensemble. J'ai Oui, oui, bien sûr. une petite dernière question qui vient de me popper dans la tête. C'est une question piège, donc vous n'êtes pas obligé d'y répondre si vous n'avez pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Je comprends. Qu'est-ce que vous pensez du coup de l'abandon de l'État pour ce qui est de la culture de manière générale et du coup de cette le mot qui me vient c'est ingérence, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, mais le fait que le privé prenne de plus en plus la main justement sur des
sites culturels, des sites archéologiques. On parlait de Enedis tout à l'heure avec les arènes de Nîmes, on a évoqué un peu Kléber-Roussillon par exemple, on peut citer Culture Espace, etc. Bref, il y a de plus en plus de DSP, de délégations de services publics, où l'État, plutôt que de gérer lui-même les sites, préfère le déléguer justement à des entreprises privées qui, on le sait, vont avoir un seul but, récupérer de l'argent. Donc en soi, pour vous, est-ce que ça reste quand même une bonne chose, ou est-ce qu'il faudrait revenir vers un modèle qui soit complètement public, ou essayer de trouver une stabilité d'une autre manière? Alors, personnellement, si je m'écoutais, et si on pouvait faire tout ce qu'on voulait, ce serait service public à 200%, hein. Ok. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais dans dans la réalité concrète actuelle, le problème, c'est qu'effectivement, l'État et les institutions d'État se déchargent de plus en plus de la question culturelle parce que ça les fait chier déjà, et puis parce que économiquement, eh ben, la culture, c'est pas rentable. En tout cas, la culture scientifique, c'est pas rentable. Parce que la culture, la musique, la littérature, le cinéma, l'art, ça peut être rentable. La culture scientifique et surtout la culture historique et archéologique, ça ne l'est pas forcément. Donc, l'État veut soit s'en débarrasser, soit que ça devienne rentable. Et à qui tu fais appel pour t'en débarrasser, pour que ce soit rentable? Bah, à ceux qui ont l'habitude de faire de la Bah rentabilité, ouais. d'une Oui, part. d'ailleurs en ça, j'ai une anecdote qui est assez cocasse. Il y a dans la Drôme du coup 3 châteaux, château de Montélimar, de Suse-la-Rousse et de Grignan, qui sont techniquement parlant gérés par le public, plus exactement par le département. Mais récemment, le département a créé une entreprise que le département gère, mais cette entreprise du coup est du coup techniquement une entreprise privée. Et donc, du coup, les sites sont maintenant gérés de manière privée pour pouvoir engrainer de l'argent, pour que le département puisse gagner plus d'argent et gérer le site comme si c'était du privé. Donc, ça veut dire que tu n'as plus de fonctionnaires, tu n'as que des contractuels, tu as quelques CDI, etc. Donc, Ah, bah, c'est ça. c'est assez rigolo de voir que même le public crée du privé quand il peut pas forcément avoir du privé qui vient le gérer. Bref, je trouve ça assez cocasse. Oui, non, mais c'est ça. Et alors, disons que, alors, malgré tout, hein, on reste content hein, de travailler dans la médiation et tout, parce que souvent, ce qu'on peut nous dire, c'est bah, vous allez qu'à aller à l'usine si ça Faut vous pas convient cracher dans pas, la hein, on soupe, connaît quoi. la phrase. Voilà. Bah, malheureusement, quand tu as besoin d'argent pour faire fonctionner un site et pour faire travailler des gens, bah, avoir de l'argent du privé, bah, malgré tout, c'est mieux que rien, on va dire. Maintenant, voilà, le problème, c'est que bah, tu as des logiques de rentabilité. Tu as un marché du travail qui n'est plus le même parce que c'est contractuel, parce que voilà, tout ça. Et puis surtout, le risque principal, c'est aussi la perte de l'objectivité. Et oui, Parce ce qu'une dont on parlait au début entreprise de va l'épisode. Ouais. peu, alors c'est pas toujours le cas, mais peut vouloir se donner une certaine image, orienter son discours dans tel ou tel sens, hein, on en parlait au tout début. Et donc, ça pose problème. Oui, ça fait rentrer de l'argent, oui, ça fait bosser des gens, mais bah, derrière, ça pose plein de questions d'ordre, bah, pareil, politique, social, économique. Donc voilà, moi, très honnêtement, si on pouvait faire du tout public, service public ou associatif, mais avec des moyens, moi, je lève les deux mains, mais bon, bah, à l'heure actuelle, c'est pas le cas et ça va pas en s'améliorant. Et ouais. Au-delà de juste la culture, c'est une privatisation de plein d'autres choses. Oui, bien Ça sûr. date un peu, mais les autoroutes, Oui, bien ça sûr, date oui. un Le peu, mais train. il y a plein de choses en fait, les transports, ou même des choses qui étaient en fait, comment dire, par les gens, pour les gens, comme Blablacar par exemple, où le but du jeu c'était de faire de l'entraide, etc., etc. Ouais. Maintenant, ça a été racheté par la SNCF. Moi qui utilise Blablacar, comment dire, la commission, elle augmente d'année en année. En fait, c'est juste Une constante comme s'il y avait générale. toujours un. Ouais, c'est ça. Bon, bah, l'inflation, nanani, nanana, tout ce que tu veux. Mais bon, effectivement, les politiques actuelles depuis. Ça fait quoi? Ça fait 9 ans, là? Ouais, même Euh, je pense qu'on peut remonter à. Ouais, c'est vrai. Ça fait depuis que Macron est au pouvoir en réalité, mais je pense qu'on peut remonter un peu avant. Il y a toujours ce qui me vient en tête, c'est ce schéma de
en triangle où en gros l'État décide de donner moins de moyens au service public. Ensuite, il est là à faire oh regardez le service public marche pas, du coup on va partir sur du privé. Et en fait c'est simplement enfin il y a une volonté, je pense en réalité de la part des instances politiques de détruire littéralement le service public quel qu'il soit, parce que là on parle Ouais. de la culture mais ça marche, t'as cité les autoroutes mais on peut même parler des hôpitaux, hein. J'étais moi-même à l'hôpital pas plus tard que la semaine dernière et heureusement c'était un hôpital européen qui a de meilleures subventions, mais les gens avec qui j'étais dans la salle m'ont dit que eux ils avaient été d'abord dans des hôpitaux d'État et que même si les gens sont ultra compétents c'est la merde parce que y a pas de thunes quoi. Ouais. Mais c'est ça. Bah, Et puis enfin, il y a un abandon total de l'État, de ses institutions et son service public, quoi, hein, pur et simple. Hein. certains des gros acteurs de la culture, ça reste les associations. Ouais. Et dans le monde associatif, c'est l'hécatombe. Aujourd'hui, les associations qui s'en sortent, c'est celles qui sont effectivement subventionnées par du privé, par des gens qui ont des sous, quoi. Mais sinon, c'est très difficile d'avoir les subventions qu'il faut. Il faut justifier par plein de trucs, par des directives d'État qui souvent sont à la traîne. C'est... Donc ouais, il y a de moins en moins de budget et on nous demande de faire toujours de plus en plus. Donc voilà. C'est la course au mieux avec moins de moyens, Ouais. C'est en tout ça. cas pour la culture, quoi. Ouais. Et ça c'est un peu triste parce que du coup c'est vrai que on est une profession qui passe souvent un peu au second plan de base, même dans la tête du public, hein, enfin, le nombre de fois où on nous a demandé si on était bénévole ou ce genre de truc, il y a beaucoup de gens Oui. qui imaginent Oui. pas que médiateur culturel, c'est un vrai métier qui demande une formation, qui demande d'être capable de parler de sujets. Hein, c'est pas, tu peux pas prendre Joe le rigolo dans la rue et lui dire tiens vas-y explique-moi des trucs sur les Celtes quoi. Mais c'est vrai que ça a encore beaucoup de chemin à faire déjà dans la tête du citoyen de lambda, hein, sans leur jeter la pierre, hein, bien évidemment. Donc dans les têtes de gens qui pensent qu'un pain au chocolat coûte 40 centimes, ça va être effectivement un peu compliqué de leur faire comprendre que ce sont des choses qui sont importantes. Bien que je pense qu'honnêtement ils le savent que c'est important, c'est juste que c'est pas leur priorité puisqu'on est sur des gens qui ont une vision court-termiste et pour qui la culture et cultiver les gens n'est absolument pas une importance. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'abrutir la population française à minima, mondiale plus globalement, de manière générale. D'abrutir la population et puis ouais, mais ça, c'est un discours que je commence à entendre dans des bords politiques qui sont pourtant les miens qui m'inquiètent un peu. Se faire croire que oh, bah, comment, c'est secondaire, c'est pas grave, si les gens n'ont pas accès à la culture, c'est pas indispensable. Tu sais, c'est C'est cette souvent les gens idée que qui ont faut que ça soit accès qui vont concret, terre dire à que terre. c'est pas grave, ouais, en plus. Parce que C'est ça. t'entendras jamais ça la tête d'un mec qui peut pas aller, enfin qui a pas les moyens d'aller voir un musée, et qui ne penserait même pas dépenser son argent pour aller voir un musée ou pour aller voir un site archéologique. Donc c'est ça le vrai problème, c'est que ça crée un clivage de classe aussi, je pense, en fait, réellement Oui, mais derrière. non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai même vu, bon là on sort un peu du sujet initial, mais j'ai même vu des gens qui ont les mêmes intérêts politiques me dire, mais oui, mais non, mais ce qui est important, c'est les gars dans les usines, c'est les gars dans les transports, les employés, les Ah ouais, machins, la culture, c'est pas grave, c'est secondaire. Ah, eh gros, oui. enfin ouais, si tu veux, hein, mais... Enfin, bref, on s'égare, Ouais, on va se battre avec les copains, mais... une priorité, ouais, c'est vrai. Au final, c'est où est-ce que tu mets la barre de la priorité Ouais. Bah, je pense qu'honnêtement, enfin, la barre de priorité, il faut la mettre sur les travailleurs, mais un travailleur, c'est tout le monde en fait. Tous les gens qui travaillent sont des Oui, voilà, c'est travailleurs. ça. On Donc est que bien tu d'accord. travailles en usine ou comptable ou en médiateur culturel ou dans une crèche ou dans un hôpital, c'est ces gens-là qu'il faut protéger en fait de base. Je pense qu'il y a pas de, à partir du moment où tu vas créer une distinction entre oui mais lui du coup il bosse en usine donc du coup il faut prioriser d'abord lui et pas les autres, ça crée un clivage, ça crée de la dispute et ça entretient aussi je pense une mauvaise conduite d'opération. Mais alors après moi je suis un socialiste de salon, hein, donc voilà, mais quand bien même socialiste au sens réel du terme, hein, le PS n'est Oui, plus non, oui, socialiste oui, depuis oui. longtemps, mais ça vous le savez n'est-ce pas? Ah bon. Ah bon? Flûte alors.
Enfin bref. Ça fait 1h12 qu'on tourne. Est-ce que vous avez envie de dire une dernière chose sur les sujets qu'on a abordés ou même sur un autre sujet que vous auriez envie d'aborder avant qu'on se quitte ou pas? Eh ben, Devenez moi, je suis un peu antiquisants, pressé. mesdames, messieurs. Oui, c'est Kiffez ça. Venez, l'Antiquité. venez avec nous. Et l'âge du fer. J'inclus l'âge du fer dans l'Antiquité, hein, me faites pas suer. Aimez la proto-histoire et le début de l'histoire, c'est vachement bien. Non, au-delà de ça, Ouais. venez à Randa Ardeska, c'est vrai. On a des ouvertures C'est très je chouette. profite pour faire de la promo. Ouais, vas-y, fais de la pub. Hein, fais de la pub. Donc voilà, donc c'est un village celte qui est construit avec les méthodes de l'époque. C'est un guédelon On ardéchois, a pu quoi. en parler un petit peu pendant l'émission. Ouais. Et là, on a des ouvertures du coup sur les week-ends de mai. On a des ouvertures sur les mois de juillet et août. Et le 12 et 13 septembre, faut pas que je dise de bêtises, 12 et 13 septembre, samedi et dimanche, on fait aussi un festival. Tous les ans, on fait un festival. Et là, cette fois-ci, le thème, ce sera la mode à travers le temps. Et on aimerait pouvoir donc vous montrer plein d'artisanat en lien avec le tissage, en lien avec la couture, la bijouterie, la parure, Ça, etc. c'est cool. La façon dont on s'habillait, en fait, sur le territoire attéchois, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Ok. Et donc, on ferait appel à plein d'artisans différents. Il y aurait des choses à voir, à faire, des animations pour les petits, pour les grands, des mini-conférences pour celles et ceux qui ont envie d'apprendre des nouveaux trucs de manière un peu plus théorique. Et puis, certainement, des prestations d'artisans chevronnés et peut-être un petit peu de combat aussi. Ah, la baston, bah là, tu sais le vendre, là. Vraiment, bah, ça attire, ça. Moi aussi, j'ai une petite pub à faire, je viens d'y penser à l'instant, mais probablement, les auditeuristes, si vous êtes dans les parages de Aubenas, dans le bar de la Ferme, qui est une association, je devrais être présent le week-end du 9-10 mai, avec des guillemets, je suis pas sûr d'y être à 100%, ça dépendra de si je bosse ou non, mais en tout cas, il y aura un campement paléo, du coup, qui sera présent là-bas, où on fera notamment de l'archéologie expérimentale. En tout cas moi ce que je ferai probablement c'est sur de la musique, du feu et de la bouffe. Voilà, donc si vous êtes dans les parages, surtout n'hésitez pas parce que comme l'a si bien dit Marius au tout début de cet enregistrement, l'histoire vivante est importante pour comprendre le concept même de société et de vie aujourd'hui finalement aussi. Seb, tu as une reco à faire parce que en fait on a tous les deux fait une reco avec Marius, donc t'hésites pas si jamais tu veux conseiller un endroit. Alors, Alésia, évidemment. Allez voir hein, Seb venez à Alésia. Près des sites de la bataille, voilà, vous serez les bienvenus. Centre d'interprétation de la bataille, musée de sites archéologiques aussi, hein, parce qu'on a la ville gallo-romaine d'Alésia qui est toujours fouillée à l'heure actuelle et qui livre Ça, c'est toujours des stylé. belles choses. Pendant les vacances scolaires, des petits ateliers thématiques, artisanaux ou non d'ailleurs, hein, on varie un peu les sujets. Gros week-end de reconstitution l'été, enfin voilà, là on est ouvert tous les jours absolument jusqu'au 30 novembre, donc venez, c'est très très bien. Cool. Et sinon, pas très loin de chez moi, je parlais du site de Lavaux, donc c'est à côté de la ville de Troyes, un site archéologique qui est fouillé depuis quelques années maintenant par l'INRAP. Un gros tumulus princier du premier âge du fer, justement. Et il se trouve que la collection de cette fouille, le mobilier qui a été découvert est venu enrichir le musée historique et archéologique de Troyes. Donc allez y faire un tour si vous êtes dans le coin, c'est vachement cool. Ok, bah merci beaucoup Seb, merci beaucoup Marius également. Ça m'a fait très plaisir de faire cet enregistrement Merci à en toi, Marc. votre compagnie. Bah, merci à toi. Merci à toi. Ah bah de rien, mais à nouveau merci à vous deux. Merci aux auditeuristes du coup qui étaient présentes nombreuses, j'en suis certaine, à nous écouter. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez envie de rajouter des choses, de nous parler de vos expériences aussi de médiation bonne ou mauvaise. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode et surtout à vous abonner à la chaîne parce que c'est pas fini. Il va y avoir un autre épisode qui va sortir la semaine d'après celui-là et après ça il y aura encore d'autres épisodes parce que ça ne se finit jamais. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne secondaire où on fait du JDR, c'est très très cool et on est également sur Twitch tous les mercredis soirs jusqu'à probablement juin, donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou directement en live. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Salut. Hop.